bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Un grand merci à l'Institut de la finance durable pour cette invitation ce soir sur un sujet qui m'est particulièrement cher. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas très surpris. Je vais commencer par un point macroéconomique. La transition écologique est une évidence économique. Le NGFS, Network for Greening the Financial System, le réseau mondial des banques centrales et des superviseurs dont la Banque de France assure le secrétariat, a publié, en fin d'année dernière, la 5e édition de ses scénarios de long terme. Il montre que les bénéfices macroéconomiques sont indiscutables en cas de transition bas carbone. Sans effort supplémentaire par rapport aux politiques actuelles, le changement climatique entraînerait, d'après ces simulations, une perte de PIB mondial de l'ordre de moins 15% à l'horizon 2050. C'est un coût économique supérieur à n'importe quelle trajectoire d'atténuation modélisée par le NGFS, même des trajectoires désordonnées. Le coût de l'inaction saute aux yeux, par exemple, si on compare le scénario avec les politiques de politique actuelles, donc moins 15%, avec un scénario net zéro, dans lequel la perte de PIB serait réduite à moins 8,5%. Et sur ces moins 8,5%, 7,3% sont liés à l'impact physique du changement climatique lui-même et seulement 1,2% liés aux politiques de transition. Donc si vous faites le calcul, le rendement des politiques d'atténuation est énorme. Au niveau mondial, ça coûte 1,2 points de PIB, mais cela rapporte 15 moins 8,5, donc 6,5 points de PIB. Même si vous actualisez ce gain sur 25 ans, cet investissement reste hautement rentable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors le rôle des banques centrales n'est pas de financer ces investissements. Toutefois, les 140 membres du NGFS, donc banques centrales et superviseurs, considèrent qu'il est dans leur mandat, et j'insiste, dans leur mandat, d'évaluer et de maîtriser l'impact du réchauffement et des politiques de transition sur la stabilité financière d'une part, la stabilité des prix d'autre part. Donc, je voulais refaire ce point de manière claire, puisque aujourd'hui, cette évidence n'est pas partagée partout dans le monde. Néanmoins, on voit que dans les circonstances actuelles, une augmentation de la motivation de nos membres dans les pays émergents pour réaliser les régulations, les stress tests, etc., pour maîtriser ce risque de transition et ce risque surtout de réchauffement climatique. Alors j'en viens à la stratégie européenne en matière de transition. L'Europe dispose, on le sait, d'une abondante épargne qui est excédentaire par rapport à l'investissement. C'est un atout incontestable pour la transition écologique, mais il faut s'organiser pour que les épargnants trouvent sur le territoire européen des produits présentant une combinaison de rendement et de risque adéquate et que les entreprises, de l'autre côté, trouvent de leur côté des financements flexibles et peu coûteux. C'est l'objet de l'Union pour l'épargne et l'investissement, anciennement appelée Union des marchés de capitaux. Nous saluons à la Banque de France l'ambition affichée par la Commission européenne en matière de financement par fonds propres, de relance de la titrisation et de progrès en matière de supervision. Reste néanmoins un point d'attention qui ne vous a pas échappé, je pense. Nous devons calibrer notre cadre réglementaire en matière de finances durables en veillant à deux impératifs complémentaires, la stabilité financière et l'effectivité de la réorientation des flux de financement. Omnibus et l'allègement des exigences de reporting sont incontestablement bienvenus. Il convient néanmoins de trouver un bon équilibre, en particulier pour CSRD. La simplification est absolument nécessaire, mais disposer de bonnes données pour gérer dès aujourd'hui les risques climatiques l'est tout autant. Les plans de transition, en particulier, sont l'outil le plus naturel de déclinaison d'une stratégie de transition à l'échelle d'un acteur. Et nous devons collectivement nous efforcer pour que leur définition et mise en œuvre se généralisent pour mieux gérer les risques et orienter les flux financiers. À la Banque de France et à la CPR,
Nous serons donc vigilants et plaiderons pour que les plans de transition demeurent suffisamment standardisés et actionnables au sein des réglementations. Et je salue de ce point de vue l'effort de mise en cohérence entre CSRD et CS3D. Alors, comment sert-on cette vision, nous, à la Banque de France? La Banque de France s'insère parfaitement dans cette stratégie via ses missions de stabilité des prix et de stabilité financière, mais aussi via les services à l'économie. Je vais commencer par la stabilité financière. La CPR a été le premier superviseur dans le monde à réaliser des stress tests climatiques à partir des scénarios de long terme du NGFS que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ces scénarios sont devenus une référence pour la communauté au sens large, des acteurs publics et privés, qui les utilisent pas seulement pour faire des stress tests, c'est des choses qui se développent dans le monde, mais qui les utilisent aussi pour projeter des modèles d'affaires ou encore pour éclairer la décision publique. Dans quelques temps, en 2025, le NGFS va publier un produit complémentaire et inédit des scénarios climatiques de court terme. Ces scénarios vont se concentrer sur un horizon temporel jusqu'à 5 ans, permettant ainsi d'évaluer la résilience de l'économie et du système financier face à des chocs climatiques sévères qui pourraient émerger dans les prochaines années, tels que des inondations, des tempêtes ou des vagues de chaleur combinées à des transitions plus ou moins brutales. Je pense que cette innovation va être vraiment extrêmement utile pour renouveler l'exercice de stress test et malheureusement, je pense que les résultats seront beaucoup plus sévères que ce qu'on a connu jusqu'à présent. J'en viens à la stabilité des prix. Une application concrète attendue des scénarios de court terme concerne aussi la politique monétaire, dont l'horizon habituel pour les projections de PIB et d'inflation se situe autour de 2-3 ans. Les banques centrales réfléchissent activement à la manière de réagir à des chocs sur les prix, résultant soit d'épisodes extrêmes, comme des tornades ou des sécheresses, soit à des politiques d'atténuation qui feraient monter les prix explicites ou implicites des gaz à effet de serre. La dimension climatique est également appliquée dans le cadre de collatéral de la politique monétaire. Ceci passe par la cotation financière qui est utilisée pour évaluer l'éligibilité et valoriser le collatéral de politique monétaire. Alors, la Banque de France applique le principe de proportionnalité en ciblant parmi les 300 000 entreprises auxquelles elle attribue chaque année une notation financière, celles qui sont les plus grandes et les plus émettrices. Ceci m'amène à mon troisième point, l'accompagnement des entreprises. L'engagement de la Banque de France se traduit aussi dans sa mission d'accompagnement des entreprises dans le domaine de la transition climatique. Elle a été pour cela mandatée par le comité du financement de la transition écologique et le législateur. Et la Banque de France donc, met à disposition des entreprises françaises, déjà aujourd'hui, un indicateur climat dans les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Cet indicateur offre à chaque entreprise une évaluation gratuite, indépendante et objective de son plan de transition et de son plan d'adaptation. En 2025, pour l'instant, la méthodologie couvre 5 secteurs parmi les plus émetteurs, qui sont les foncières, le transport, la production d'électricité, la construction de bâtiments et la production de ciment. Mais d'ici 2027, l'indicateur climat sera proposé à plus de 20 000 entreprises, y compris sur de nouveaux secteurs, sur la base du volontariat, hormis pour les plus grandes entreprises qui, on le sait, sont assujetties à CSRD. Alors je voulais, mesdames et messieurs, terminer mon propos sur l'adaptation, qui a été mentionnée dans la table ronde qui vient de se finir. Les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation ne sont pas concurrents, mais sont bien complémentaires. Les conséquences physiques du changement climatique sont déjà manifestes et très pertinentes pour les banques centrales dans la conduite de leur mission. Les catastrophes liées au changement climatique ont déjà réduit d'environ 1 point de croissance annuelle la croissance dans les pays à bas revenus, en moyenne entre 2000 et 2019, selon une étude récente. Une autre étude récente estime à 30% de la volatilité de l'inflation en zone euro entre 1961 et 2016. Donc 30% de cette volatilité serait due aux variations des prix alimentaires causées par des chocs sur les récoltes.
Or, au niveau mondial, seulement 4% de la finance climat sont consacrés spécifiquement à l'adaptation. Et parmi ces 4%, seulement 2% proviennent de sources privées. Nous devons donc travailler pour faire de l'adaptation un sujet prioritaire, aussi bien au niveau international que localement. Et au niveau international, la Banque de France contribue aux efforts du NGFS, qui a été mandaté par la présidence sud-africaine du G20, pour intégrer l'adaptation dans les plans de transition, afin qu'ils ne se concentrent plus uniquement sur l'atténuation du changement climatique. Et je veux dire qu'il y a énormément d'attentes au niveau du G20 pour les travaux qui vont être livrés par le NGFS. En conclusion, la difficulté à résoudre le conflit des horizons dans le domaine de la transition écologique, que vous connaissez bien, s'accentue à mesure du retard pris sur les objectifs de neutralité carbone. Mais ce conflit reste dépassable à condition de mieux mobiliser nos atouts à l'échelle européenne et d'accompagner les acteurs au plus près dans la traduction locale et individuelle de cette vision. Et la Banque de France y est très attachée et parfaitement engagée dans le cadre de ses mandats de stabilité des prix et de stabilité financière. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et pour terminer cette journée, eh bien, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir le président de Paris Europlace, Augustin de Romanet. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Bien, mes chers amis, mesdames, messieurs, il faut d'abord que je vous fasse une confidence. Le protocole et la décence eût voulu que ce soit la sous-gouverneure qui clôture cette session, mais elle avait un train. Premièrement. Deuxièmement, l'efficacité aurait pu conduire à ce que son discours soit un discours de clôture, parce que c'était un discours pragmatique, lucide, et qui traduit l'engagement de la place financière de Paris pour la finance durable. Vous auriez pu donc vous dispenser de ma conclusion, raison pour laquelle je vous suis particulièrement reconnaissant de ne pas tous vous être levés après que la gouverneure ait parlé. Je vais essayer d'être bref, mais je suis particulièrement heureux de présider la conclusion de cette journée et de saluer le président de l'IFD, Yves Perrier, parce que je crois que lorsque nous avons voulu créer l'IFD, nous étions un peu en avance de phase sur la nécessité que ce sujet soit pris en compte au plus haut niveau des entreprises. La vraie raison pour laquelle on a créé l'IFD, c'est pour que les présidents et directeurs généraux soient personnellement impliqués dans le conseil d'administration que préside Yves Perrier pour prendre en charge ces questions de soutenabilité. Les questions de soutenabilité et de durabilité ne sont pas des sujets de petites femmes ou de petits hommes verts qu'on néglige dans les entreprises, c'est des sujets de tout le monde, y compris des chefs d'entreprise. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on va y revenir dans un instant, sur la question de la CSRD, sujet très technique, dont on pourrait se dire, après tout, ça ne nous concerne pas, ça concerne nos troupes, etc. Non, c'est un sujet qui concerne les présidents et directeurs généraux. Et le fait de passer de 1350 points de reporting à, je ne sais pas, je ne vais pas donner de chiffres, mais à 3 ou 4 fois moins, est un enjeu de présidents et de directeurs généraux qui nécessite, comme l'a dit Agnès Benassi-Kéré, du pragmatisme, de l'engagement et de la technicité. Donc je remercie Yves Perrier et Cécile Goubet, qui dirigent l'équipe de l'IFD, d'avoir organisé ces journées de l'Institut de la finance durable, qui est donc une branche de Paris Europlace qui regroupe l'ensemble de nos membres et de nos partenaires. Donc, les récents événements nous montrent que l'attractivité d'une place financière et l'efficacité d'un système financier est un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, l'Europe sait qu'elle ne sera pas souveraine si elle n'est pas capable de financer sa défense, si elle n'est pas capable de financer sa transition énergétique et écologique, et donc si elle n'a pas une place financière qui est efficace. Donc, ceci renvoie au point évoqué par Mme Benassi-Kéré, il faut plus de titrisation pour alléger les bilans des banques. Il faut éventuellement un label européen pour les produits financiers, pour que les produits financiers puissent être interopérables d'un pays à l'autre en Europe. Et il faut plus généralement rechercher une supervision commune qui puisse faire de l'union bancaire quelque chose qui soit encore plus efficace qu'aujourd'hui.
Donc, sans souveraineté financière, pas d'indépendance, pas de puissance économique. Et je me réjouis de voir que depuis quelques années, cette notion de la nécessité d'avoir une place financière importante n'est plus un sujet secondaire. Lorsque, il y a 3 ou 4 ans, on parlait d'union économique et monétaire, ça n'intéressait personne. Le fait qu'on ait changé de nom, qu'on l'ait appelé Union d'épargne et d'investissement, montre que ce sujet a été pris en compte au plus haut niveau des pouvoirs publics européens, et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, donc, l'Europe fait face à un enjeu de compétitivité, face à la fragmentation du monde, à la concurrence industrielle féroce entre les empires, la Chine et les États-Unis, eh bien, nous oblige à nous réarmer dans tous les sens du terme, nous réarmer militairement, mais nous réarmer aussi en termes d'investissement, d'attraction des talents, de consolidation des puissances économiques. Donc, la compétitivité des acteurs est un enjeu majeur qui doit se situer au même plan que celui de la durabilité. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Il n'y a pas de leadership économique durable sans responsabilité environnementale, mais la durabilité n'est pas un supplément d'âme ou n'est pas un gadget, c'est un pilier de notre compétitivité de long terme. Elle se construit maintenant, et je dirais que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'aujourd'hui on est pris à partie par les États-Unis sur les politiques de diversité et d'inclusion, et que notre réponse est de dire les politiques de diversité et d'inclusion sont en elles-mêmes des facteurs de progrès dans les entreprises, eh bien c'est la même chose pour la responsabilité sociale et environnementale. Ça n'est pas parce que c'est une mode ou parce qu'on voudrait être anti-américain par principe, c'est juste parce que nous sommes convaincus que c'est nécessaire. Donc, nous avons, quand je dis nous, c'est l'Institut de la finance durable, entendu les préoccupations des industriels français et européens sur la mise en œuvre de la réglementation CSRD. Il fallait corriger le tir, l'alerte a été justifiée, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre position est d'essayer de se concentrer sur l'essentiel et de réduire le nombre de points de reporting qui devront être renseignés par les entreprises. Et ça réduira aussi les conflits que nous avons avec les commissaires aux comptes qui ont des attitudes maximalistes sur l'interprétation de certains points de reporting. Je pense notamment à des sujets sociaux. Et ça fera le plus grand bien à la simplicité. Donc, en résumé, notre position, et celle qui est résultée des débats de la journée, l'ambition environnementale et la puissance économique sont complémentaires et notre responsabilité collective, c'est de faire de la durabilité un avantage compétitif. Donc, notre sujet est un sujet d'équilibre et notre sujet est de réussir une alchimie parce que c'est de la réussite de cette alchimie entre compétitivité et durabilité que résultera une activité de production qui reviendra en France et en Europe. La compétition est rude, parce que chacun sait qu'aujourd'hui, le premier objectif des Américains, c'est de réindustrialiser les États-Unis. Et donc, il va falloir être particulièrement inventif pour pouvoir réindustrialiser l'Europe tout en ne sacrifiant pas nos objectifs de durabilité. Voilà, donc si je devais résumer en 3 points essentiels ce que nous avons à l'esprit au sein de Paris Europlace et de l'Institut de la finance durable, je parle sous le contrôle d'Yves. Grand 1, il fallait corriger le tir de la CSRD et les acteurs ont eu raison de demander des mesures qui sont initiées dans le paquet Omnibus, qui, me semble-t-il, n'est pas suffisant, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Deuxièmement, les ajustements de la CSRD vont dans le bon sens parce qu'on va essayer de ramener les obligations de reporting à quelque chose qui est raisonnable. Il faudra évidemment aligner les réglementations européennes sur toute la chaîne de valeur de l'investissement et s'assurer de la cohérence de notre cadre réglementaire à nous avec les autres cadres européens. Et enfin, 3e point, on doit maintenir une vision de long terme parce qu'il faut que l'Europe conserve son ambition à embarquer toutes ses forces économiques et financières dans une logique à la fois de puissance et de durabilité. Donc il faut interopérabilité des cadres réglementaires, en particulier pour les groupes mondiaux. Deuxièmement, stabilité de ce cadre réglementaire. Et troisièmement, les exigences de reporting doivent rester comparables entre les entreprises européennes et leur concurrence internationale pour assurer un level playing field de concurrence. Pour conclure, je dirais que le travail qui existe au sein de l'Institut de la finance durable est particulièrement challenging parce que, au fond, nous avançons dans la course à la compétitivité avec les Américains avec un boulet au pied. C'est que nous sommes plus long-termistes qu'eux. Et ce long-termisme de l'Europe, qui est un long-termisme responsable, est un long-termisme qui, en première analyse, nous handicape. Et tout le défi de notre gouvernance du développement durable dans les 20 ans qui viennent,
ça va être d'avoir des normes suffisamment intelligentes pour ne pas obérer notre compétitivité et suffisamment exemplaires et inventives pour attirer à nous toutes les clientèles et tous les partenaires économiques et financiers des BRICS qui ne voudront pas adopter un modèle court-termiste qui détruit la planète et inonde ces pays qui sont souvent des pays en voie de développement. Donc, l'enjeu d'une exemplarité de l'Europe vis-à-vis des BRICS existe en matière de développement durable, tout comme il existe en matière de financement des infrastructures et de modalités de financement des infrastructures, notamment de la transition énergétique et écologique. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Vous voyez qu'avec Agnès Benassi, on était très complémentaires, mais je crois que nous avons des feuilles de route très exigeantes devant nous. Et je salue encore une fois l'engagement de chacune et de chacun d'entre vous. Merci beaucoup.